Alors, je me présente, envers tous ceux qui ne me connaissent pas, Christian Bijaille. Je vais faire une petite parenthèse. Je fais une parenthèse. Je suis vice-président de l'association Ce n'est pas du parti, dont je fais un illustre remerciement à mon épouse, qui n'est autre que Evelyne Bijaille, car sans sa ténacité, son courage, sa témérité, son amour pour l'histoire, nous ne serions rien ni présents ce soir. Comme tout le monde le sait, on ne devient pas chaman. On est chaman de naissance ou de génération en génération et ou suite à un accident grave, tel une ENMI. J'en ai fait l'expérience tout petit, un coma pendant une semaine. Dans mon sang coule du sang mongol suite à des recherches généalogiques effectuées par mon oncle. Nous allons à présent aborder le thème. Le peuple Ben existait aux environs de moins 16 000 avant Jésus-Christ. Le peuple Ben, appelé les Benpe, avait une catégorie particulière, celle de prêtre chaman. Le Bouddha Tonpa Shenrab Miwosh en était le fondateur. Avant l'arrivée du bouddhisme, la religion parmi les Tibétains était une religion chamanique et animiste, c'est-à-dire croyance en un esprit, une force vitale. Les Benpe qui comprend maintenant une minorité et qui influencera plus tard la formation du bouddhisme tibétain. Le Ben en est une religion ancestrale du Tibet. On dit bien Ben, car c'est une consonance allemande, je reviendrai après, parce que si vous enlevez le tréma, ça fait Bon. Si vous mettez le tréma, ça fait Ben. Alors, nous voici au Tibet. Alors, le premier lieu, Zhangzong, c'est le centre de principauté des cérémonies chamaniques où tous se rejoignirent. Le 2, la vallée Ben de Kungyopo-Ritchedruk. La 3, c'est la vallée du monastère. La 4, c'est Tanga Ben décrivant le mont Kailash comme centre principal spirituel. La 5, endroit où a été découverte la pierre de Mani dans la province du mont Kailash au tout début. Dans la région Ben, le mont Kailash est assimilé au mont Yungun-Gutsep. Le mont Kailash que l'on nomme la pyramide des 9 Svatiskas, nous y reviendrons plus tard, au sud duquel naquit le maître Tonpa Shenrab, lieu où a été découverte la pierre Mani la toute première fois. Le mont Kailash est un sanctuaire religieux depuis des temps immémoriaux. Il est un lieu de pèlerinage parmi les plus importants pour les bouddhistes. Le but des pèlerins est de réaliser le tour dans la montagne sacrée dans le sens d'une montre, alors que les Benpe, eux, le faisaient dans le sens inverse. Ils faisaient le tour du mont sacré en sens inverse. Pourquoi? Parce que tout en s'agenouillant, tous les trois pas, ils s'agenouillaient, tous les trois pas, afin d'atteindre le nirvana au sommet. La distance du mont Kailash est de 52 km avec un dénivelé de 1000 mètres. Le lac Manasarovar, c'est un lac sacré, un lac de pèlerinage. L'eau du lac est renommée par son bénéfice spirituel, mais pas seulement. Certains la boivent pour se purifier, d'autres s'en imprègnent les yeux, sur le corps et les yeux, se soignent et se guérissent pour s'ouvrir le troisième œil. Elle est considérée comme bénéfique pour le corps, la santé et la longévité de vie. Culte des eaux observé dans toute la planète, toutes les civilisations, car cet élément est vital. Le lac Manasarovar, c'est un lac d'eau douce situé à plus de 4500 mètres d'altitude. Il est situé aux environs de 30 km du mont Kailash. Il représente les eaux primordiales de l'univers. Tout au long du lac, vous trouverez des rouleaux à prière, à tourner toujours au sens inverse d'une montre, tels faisaient les Benpe, 3 fois de suite. Vous remarquerez des pierres à Mani,
portés par le biais des yaks depuis le mont Kailash, pour être purifiés dans le lac il y a bien longtemps, avant d'être purifiés dans différents cultes également pour prier, mais ça, nous allons y revenir ultérieurement. Tonpa Shenrab Miwosh, Ben, également connu sous le nom de Yongdrung Ben, Ben en allemand qui veut dire le juste, et la plus ancienne tradition spirituelle du Tibet. Tonpa Shenrab Miwosh a beaucoup de similitudes et aussi quelques différences avec le bouddhisme pratiqué dans différentes parties du monde. Tonpa Shenrab est apparu il y a 18 000 ans. Il descendit du ciel sous la forme d'un oiseau au plumage multicolore, un arc-en-ciel, couleur primaire de la vie, qui peuvent être mélangées pour donner toutes les couleurs observées sur notre planète, la couleur infinie. Tonpa Shenrab ou Shenrab Miwosh, ou aussi appelé Bouddha Shenrab ou Guru Shenrab, il avait plusieurs surnoms. Il est connu par un certain nombre d'autres titres. Nous y voyons les couleurs définies, le bleu, le rouge, le jaune et surtout le blanc. Ce sont les couleurs définies et les couleurs primaires et arc-en-ciel. En fait, le bleu, c'est le ciel, Ah oui. tout ce qui est ciel. Le rouge, c'est le feu. C'est pratiquement les 4 éléments que vous avez devant vous. Vous avez le jaune également et le blanc pour l'air. Et le jaune pour, qu'est-ce que j'avais dit? On a l'air, la terre, le feu et l'air. Voilà, c'est ça, tout à fait. Les 4 éléments sont là représentés par ces couleurs particulières. Alors ensuite. Tonpa Shenrab Miwosh, comme vous le savez, a créé le lamaïsme et le tibétain. Il en était le fondateur du peuple Ben. La religion chamanique de l'Himalaya, connue sous le nom ancestral de Ben, donne à l'art tibétain un panthéon de divinités locales. Sachez-le, le Bouddha Shenrab désigne une personne de par sa sagesse. Il réalise l'éveil, c'est-à-dire le nirvana ou la transcendance de la dualité. Il est considéré comme le bienheureux, celui qui a vaincu et ainsi venu. Le Ben est la plus ancienne tradition spirituelle du Tibet et comme source de la culture tibétaine, il a joué un rôle significatif en façonnant l'identité unique du Tibet. Aussi ai-je souvent souligné l'importance de préserver cette tradition, sa sainteté, le Dalai Lama. C'est enfin que le 20 avril 2007 que le Dalai Lama a reconnu le peuple Ben. Lors d'une cérémonie, le Dalai Lama tenait un sceptre orné de deux croix gammées à l'envers, toutes les deux, synonyme du fondateur Ben Tonpa Shenrab Miwosh. Mais ça, je l'expliquerai plus tard. En tous les cas, les enseignements de la grande perfection Dzogchen, je reviendrai, sont communs de la tradition et de la pratique spirituelle, tant du bouddhisme tantrique que celle du Yongdrung Ben, sont très proches. De même, les déités du panthéon bouddhiste, tantrique et Benpe sont parfois similaires, qu'il est parfois difficile de si telle déité est bouddhiste ou Ben. Zhang Zong. Son siège historique serait situé dans la région du mont Kailash. Anciennement nommé Zhangzong, soit le nord-ouest du Tibet, et sa figure fondatrice et mythique en serait Tonpa Shenrab Miwosh. Des moines sacrés Benpe sont sacrés et vénérés. Vous verrez même sur l'image de droite, il y a des moines sacrés vénérés, 3, dont la triade, qui veut dire également la Trinité, avec les 3 couleurs de l'alchimie, le noir, le blanc, le rouge, sont les couleurs de l'alchimie. Il faut passer ces 3 stades spirituels. Ben, la plus ancienne tradition spirituelle du Tibet, a grandement contribué à la forme spécifique du pays. Existant avant le bouddhisme, qui est entré au Tibet au 7e siècle,
le bön est considéré comme une forme de prêtre chaman. Cependant, il est aujourd'hui une pratique minoritaire et il a été, il y a longtemps, remplacé par le bouddhisme qui a subi un développement spectaculaire et populaire au Tibet. Yongdrung Bön. Le Bön est la 5e école spirituelle. Elle inclut le Bön ancien et le Yongdrung Bön et le nouveau Bön. C'est-à-dire, au Tibet, la première culture est appelée Bön. Le Bön est la base véritable de la culture tibétaine. On en trouve 3 catégories. Le Bön primitif, que l'on peut encore pratiquer dans l'Himalaya. Le Yongdrung Bön. Une fois que le Yongdrung Bön arrivé au Tibet, il a été pratiqué jusqu'au 8e siècle. Il est devenu une sorte de religion nationale. Cela ne s'est pas passé directement car les gens n'étaient pas forcés de s'y convertir. Le nouveau Bön, au 8e siècle, le bouddhisme arriva au Tibet. Certains pratiquants ont essayé d'intégrer le bouddhisme au Bön, comme c'était obligé en ces temps-là, parce qu'il était nécessaire de préserver quelque chose, alors qu'ils ont intégré et s'était appelé le nouveau Bön, qui existe encore de nos jours au Tibet oriental. La swastika à l'envers. Beaucoup de choses signifient dans différentes branches du bouddhisme, mais rien de mal, à l'exception d'une petite opposition Bön. Contexte dans le bouddhisme tibétain ne signifie rien. Le Bonpe soutient qu'il a pour origine la région mythique de l'Olmo Lungrin, partie du Tadzig, située à l'est du Tibet. Elle couvre un tiers du monde existant. Ol, O-L, symbolise ce qui n'est pas encore né. Mo, qui ne peut être diminué. Lung, le pays prophétique de Tonpa Shenrab. Et Ring, la dernière compassion. Sa représentation est un lotus à 8 pétales, vous voyez sur l'image de gauche, dans un ciel symbolisé par une roue à 8 rayons. Au centre se dresse le mont Yongdrung Gutsek, la pyramide des 9 Svatiskas. Yongdrung Bön, l'éternel, signifie le Svatiska, symbole de la permanence et de l'indestructibilité. Les 9 Svatiskas empilés représentent les 9 voies du Bön. Vous remarquerez également sur l'image de gauche, cette Svatika comprend la couleur rouge, le feu, la couleur verte, la Sainte Mère Nature, la terre, la couleur blanche, le vent, la couleur bleue, l'eau. La Swastika à l'envers, chez les Tibétains, le Svatika appelé Yongdrung, ce que je vais vous expliquer, ce qui signifie éternel. Traditionnellement, les bouddhistes tibétains adoptent la Svatika pointant vers la droite, comme les Indiens, tandis que les Bonpe pratiquants de l'ancienne religion tibétaine pré-bouddhique Bön utilisent le Svatika pointant vers la gauche. En sens inverse, elle n'est absolument pas un symbole négatif, mais revenir dans les enseignements ancestraux. La dualité du mouvement inversé, la vibration, l'énergie. Ces deux sens conjugués créent l'équilibre, ce qui permet de créer la gravité. C'est aussi le masculin et le féminin, le yin et le yang, ainsi dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le nombre, le masculin, le patriarcat. À l'inverse, le féminin sacré, d'où la Swastika depuis la préhistoire, le paléolithique, la néolithique, chamanique. C'est une roue du temps, un vortex d'énergie par son onde de forme qui suggère les deux sens lorsqu'elle est très rapide. Le cube, l'octogone, tel l'anabelle du soleil, l'analème du soleil, soit l'infini.
Elle est également l'analème lunaire, un symbole bien supérieur à l'étiquette négative que l'on lui confère. C'est un symbole hautement sacré. Alors, je reviens un petit peu là-dessus parce que, bon, c'est un peu confus. Oui. En fait, voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que vous avez la swastika qui, logiquement, plus aisément, on la trouve dans l'autre sens. Voilà, elle est plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Là, dans le cas des bonnes peu, vous l'avez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et en fait, à travers ce symbole, on remarque qu'on n'a pas du tout la même, ce n'est pas du tout la même symbolique. En fait, dans ce contexte-là, on est plutôt sur les initiations, les connaissances, des connaissances ancestrales et davantage liées au féminin sacré, au chamanisme. Ce symbole à l'envers nous permet de comprendre qu'on est sur les pas de nos connaissances ancestrales et non pas du tout dans l'autre sens, qui est plutôt dans les connaissances plus actuelles, d'un patriarcat, si vous voulez, plus révolu et plus de pouvoir. Là, quand vous voyez ce symbole-là, ce n'est en rien un symbole qui est mauvais, négatif, comme on peut nous le dire. Vous avez une svastika à l'envers, oh mon Dieu, c'est le mal. Pas du tout. Ce symbole-là nous exprime que nous sommes dans les anciennes religions. On le découvre partout sur la planète, de la préhistoire jusqu'au néolithique, dans tout ce qui a attrait au culte de la déesse mère, au culte de la terre-mère. Donc forcément, il est à l'envers puisqu'il suggère également le féminin sacré et il suggère également l'analème de la lune puisque c'est attitré au féminin sacré, au cycle de la femme également, au cycle de la vie, les quatre cycles de la vie, de l'enfance, naissance, enfance, âge adulte et vieillesse. Voilà, vous voyez, il y a toute une compréhension à comprendre à l'intérieur de ce symbole qui n'est en rien, je le répète, quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est un symbole hautement sacré. La cosmologie Bunn. Dans le Bunn, la mort n'est pas considérée comme la fin de vie, mais comme une transformation. Les morts sont incinérés, parés de bijoux au cours d'un rituel chamanique. Cette cérémonie leur permettra d'être récompensés de leurs actes dans l'autre vie. Les doctrines transmises par Tonpa Shenrab est généralement classée en deux genres. Il y a les 4 portails et le trésor unique. Et les 4 portails sont, je vais essayer de ne pas écorcher les noms, l'eau blanche, Shabkar, c'est la doctrine liée au phénomène ésotérique. L'eau noire, Shabnag, doctrine concernant les rites du récit, les rites magiques et ceux des funérailles, ainsi que le rite de rachat des âmes. La terre de Fan, Fan-Nyong, recueil contenant les règles monastiques et les présentations philosophiques. Enfin, le guide divin, Dong Gaza, doctrine contenant uniquement les enseignements de la grande perfection. Le trésor unique, Mokto To, recense les points sensibles des 4 portails. Comme je vous ai noté, les 9 éléments sont l'inconnu, l'avenir, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères et la voyance. Oui. La cosmologie Bunpe est différente à toutes celles que vous connaissez. Le peuple Bun, issu de toute peuplade chamanique, de par le monde, ne se présente que par 4 voies, tel vous le voyez, le feu, le vent, l'eau, la terre. Maintenant, nous en venons à la pyramanie. Pardon. Dans les monastères à côté de villages, au croisement de routes et de sentiers, les pyramanies sont très variées. Leurs couleurs, leurs formes et gravures changent de l'une à l'autre et certaines revêtent même des drapeaux de prière, tandis que d'autres sont ornées de cornes de bouc ou de yak. Lorsqu'ils rencontrent un monticule de pierre de Mani, les Tibétains le circulent dans le sens d'une aiguille du montre. Certains dévots ramasseront une pierre
et la poseront sur leur front tout en récitant les mantras, dont je reviendrai tout à l'heure. Ensuite, ils le déposeront sur le monticule, et c'est de cette manière que les piles de pierre, telles des cairns en Bretagne, deviennent de plus en plus importantes. Des sujets divins tels que des têtes, des cornes et des laines d'animaux et même des cheveux d'un être humain peuvent également être ajoutés au monticule. Non. Des dizaines de milliers, c'est pas grave, des dizaines de milliers qui composent cette véritable montagne sont particulièrement importantes, ne serait-ce que par la richesse de leur contenu. On y retrouve des textes de loi, telle l'image de droite, des calculs liés au calendrier religieux, de nombreuses théories de l'art, ainsi que des textes de sutras et des sculptures de Bouddha. Je fais référence toujours à Tonpa Shenrab Miwosh. Des textes de loi sous forme de mantra. C'est assez complexe car les murs à mani peuvent être des murs à matri, c'est-à-dire que les murs à mani construits par les Benpe sont contournés par la droite, que vous avez des murs à mani revenant de la religion bouddhiste sont contournés par la gauche. Alors, sur l'image de gauche, vous verrez la pierre sacrée bouddhiste avec le mantra Om Ma Ni Pad Me Hog. Pour l'image de droite, vous avez la pierre matri que l'on appelle. La pierre à matri, elle a une forme un peu complexe car elle contient 6 pétales, comme vous le voyez, avec le Om et le Ma au centre. J'en reviens justement sur celle-ci. Non, j'en parlerai après. La pierre à mani avec le mantra, comme je vous ai dit, Om Matri I Ye Sa Le Du. Les pierres ovoïdes. Alors ça, c'est un peu compliqué. Les pierres ovoïdes sont en forme d'œuf. Omphalos. Tel des omphalos. Voilà, tel des omphalos, la tétractis. Alors, en fait, ce chiffre 4 est aussi une symbolique qui pourrait nous faire penser à cette fameuse tétractis des pythagoriciens. Bon, forcément, on n'est pas du tout dans les mêmes civilisations ni le même lieu, mais il faut savoir que le chiffre 4 de 4, 3, 2, 1, ça donne le chiffre 10 qui est le chiffre divin. Donc, à travers également ces œufs qui sont sacrés, qui sont liés au sacré, au divin, on peut y voir en symbolique quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte de tétractis également. Voilà. Et les 4 éléments. Et les 4 éléments, les 4 portails dont tu parlais tout à l'heure également. Donc, c'est aussi des œufs qui représentent le vautour, qui était un animal hautement sacré, le vautour, et toute sa symbolique derrière qui est extrêmement importante, puisque c'est un oiseau imposant, on y reviendra tout à l'heure, et un oiseau qui a une prestance extraordinaire et tout son côté symbolique de cet oiseau qui était vénéré donc dans les prières et les cultes et les rites chamaniques de ce peuple. Les mantras. Le mantra le plus important de la religion Ben est Om Mani Pen Ong. C'est le mantra en 6 syllabes de la compassion. Sa traduction est le joyau dans le lotus. Vous remarquerez qu'il n'utilisait que 6 couleurs. Réciter ce mantra permettait aux Benpe d'invoquer leur créateur, Tonpa Sherab. D'ailleurs, pour ceux qui savent y faire, qui ont un tambour, vous pouvez même le réciter, même en le faisant, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, vous pouvez le faire en son diphonique. Vous allez voir que la résonance avec le tambour est magnifique. J'ai essayé et c'est très beau. Ah, c'est pareil, là, bon, je n'ai pas pu tout expliquer parce que c'est vraiment du compliqué. Vous avez d'ailleurs au centre, Om, Ma, Tri, Me, Ye, Sa, Le, Du. Vous avez tous les mantras qui récités pour vénérer Tonpa Shenrab. Différents rites de la religion Ben.
Le bön, qui est en fait antérieur au bouddhisme, ce dernier s'est en fait apparu au 8e siècle, après J.C., là où le bön remonte à des temps beaucoup plus anciens. Le bön a une forte tradition monastique. Il existe néanmoins, comme chez les Nyingpa, un clergé marié vivant au sein de la population. Appelés Nakpa, ils reçoivent un enseignement religieux assez similaire à celui des moines et se consacrent plus particulièrement aux rituels, naissance, mariage, décès, exorcisme, guérison, s'appuyant pour les guérisons et exorcismes sur le pouvoir des tantras et des techniques de méditation et non la transe, proprement dite comme chez les chamans de Paro ou Iyapa. Les moines étudient également l'astrologie et la médecine traditionnelle tibétaine, comme dans les autres courants des religions tibétaines. Les méditations bön s'aident de Yirdam, divinité guide, et de leur Tanga ou Mandala, ainsi que des Shadana, Skruptaps, textes en vers ou prose décrivant les étapes. Je voulais rajouter également que pour les guérisons, eh bien, j'ai découvert hier, c'est tout frais, qu'en fait, ils préparaient des préparations thérapeutiques, un petit peu comme nous faisons lors de nos sorties en découvrant l'hydromel des druides, des recettes un peu similaires, donc avec des plantes choisies, sauvages, médicinales, et ils y ajoutaient, comme je vous l'expliquais que les druides le faisaient également, c'est curieux que sur toute la planète, ils ont procédé de la même manière. Donc, ils y ajoutaient des minéraux en poudre et quelquefois des pierres précieuses en poudre dans ces préparations dont eux avaient les connaissances, le savoir et qu'ils savaient comment les préparer, les doser parfaitement pour que ce soit thérapeutique. Un petit peu ce que nous avons dans notre pharmacopée actuellement, où on a introduit bien sûr du minéral et puis des plantes et puis bien sûr des médicaments préparés en laboratoire. Voilà, vous voyez, on n'a rien inventé. Les anciens le faisaient déjà à des époques très reculées. Et donc, dans la religion bön, ils perpétuent encore ces traitements ancestraux. Alors, les différents rites de la religion bön. Son siège historique serait situé dans la région du mont Kailash, anciennement nommé, comme je vous ai dit, Tanzung, soit dans le nord-ouest du Tibet, et sa figure fondatrice et mythique en serait Tonpa Shenrab. Celui-ci aurait donc constitué le fond doctrinal du bön, lequel serait du reste très certainement inspiré de certaines des croyances autochtones préexistantes et relevant de l'animisme et du chamanisme, incluant des pratiques d'exorcisme et de divination. Les premiers Bönpe étaient donc des prêtres chamans, oracles ou nécromanciens, servant de médium entre les esprits et les hommes, de manière à harmoniser le microcosme et le macrocosme, les individus humains et les forces de la nature. Voilà. Si je vous ai mis une image de crâne de chat et de yak, je vous le dirai bientôt. Cependant, les Bönpe ont tenu bon et leur religion a continué à survivre, adaptant même ses pratiques aux préceptes bouddhistes. Ce qui fait qu'au bout du compte, certains principes doctrinaux de base sont devenus communs au bön et au bouddhisme tibétain. Le bön doit donc sa survivance et sa capacité à avoir intégré de nouveaux apports sans pour autant renier ses anciennes traditions, ce qui en fait une entité indépendante assez distincte dans la société tibétaine. Comme je vous ai dit, vous avez dû remarquer que je vous ai mis un crâne de chat et un crâne de yak, car ce qu'il faisait, il baignait ceci dans du lait de yak. Il lavait le corps des morts avec le lait, les embaumait dans du linge blanc et en les posant à même le sol, et malheureusement, il laissait les vautours finir le reste. Donc, cette pratique se nomme la décarnisation. Voilà. C'est une pratique qui s'est toujours opérée dans les temps
très, très, très reculé, de la préhistoire au néolithique, et qu'on retrouve dans toutes les civilisations de la planète, que ce soit en Anatolie précisément, on le retrouve chez les Sumériens, on le retrouve également chez certains Indiens, et également chez nous, en Gironde et en Dordogne, où on a retrouvé des grottes, dont la grotte de Fontevraud et de Fontarneau, qui se trouve à côté du site que nous avons visité la semaine dernière, donc pour Ostara, à côté de Jugazan et du site de Sabateil et de Curton, juste à proximité. Il y a une grotte qui possédait une salle de décarnisation, et puis ensuite, bien sûr, ils ont trouvé des lits de décarnisation dans la forêt à proximité, avec des grandes sortes de lits, si vous voulez, en bois, avec des cordages où ils disposaient les corps des défunts dessus et où ils attendaient un certain temps que les corbeaux, que les vautours, que les aigles, selon les régions, viennent faire le travail. Et ensuite, ils venaient, ils faisaient tout un rituel chamanique. Je présume que les Bunn, c'était les identiques. Ils récupéraient certains ossements qui se servaient pour graver dessus des messages, des symboles religieux, et bien entendu, ils récupéraient le crâne qui pour eux était sacré et qui gardaient pour les cultes des crânes. Suivant. Voilà, alors, comme je vous disais également, bon là, ça parle de soi-même, ils utilisaient des crânes, des masques de crâne humains pour faire leur rite chamanique. Vous le voyez de face et de profondeur. Oui, ces crânes étaient représentés Facile. et resculptés après. Oui. Ils étaient, si vous voulez, comment dire ça, avec Façonnés. de l'argile, voilà, façonnés, merci. Façonnés. Il les façonnait avec de l'argile, de la terre ou des cordages, mélangés quelquefois à de la terre, de l'herbe, si vous voulez, séchée, de la paille. Et donc, ils recréaient le visage de ce personnage qui pour eux était illustre. Et donc, ils se servaient lors des rituels pour pouvoir invoquer les dieux, pourquoi pas aussi faire des désenvoûtements, enfin tout un tas de rituels particuliers. Et c'est des pratiques qu'on retrouve également dans d'autres civilisations. C'est très intéressant puisqu'on en retrouve également à Jéricho, on en retrouve également chez les Sumériens et on en retrouve d'autres manières. Mais bon, c'est vrai que les crânes ont toujours fasciné l'homme. Ils ont toujours fasciné l'homme et été proches de tous les cultes, de tous les rites ancestraux, parce qu'ils représentaient le souvenir des anciens, le souvenir de ces personnages illustres qui considéraient comme des saints hommes et qu'ils priaient pour pouvoir invoquer les dieux et pour être plus près des dieux. Merci. Instrument pour procession chamanique. Là, ça va devenir intéressant. Religion animiste ancestrale de divination chamanique. Au jour d'aujourd'hui, le peuple Ben existe toujours comme une religion minoritaire. L'un des rites funéraires pratiqués par les Ben est celui de la sépulture de l'air ou céleste, par lequel le corps du défunt est démembré, décarnisation, comme tu as dit, puis offert aux oiseaux de proie. Vas-y. Alors maintenant, vous avez la flûte chamanique rituelle, sculptée à base d'ossements, nommée également Kang Glin, qui veut dire également en allemand son de cloche. À droite, vous avez un typique tambour chamanique Bunpe. Alors maintenant, j'en arrive au Kanglin. Il est utilisé dans certains rituels des religions du Tibet et de l'Himalaya par les chamans Ben et des bouddhistes tibétains. Il est traditionnellement issu d'un tibia humain, voire mammifère terrestre, comme le singe ou le tigre. Beaucoup de copies proviennent d'un ossement de bovin ou voire, on ne sait pas. On l'utilise en soufflant par le petit embout, que vous voyez exactement ici, pour en sortir un son. Cette flûte rituelle remonte sans doute au néolithique, paléolithique, ça, on ne le sait pas. Alors, en fait, ces flûtes émettaient des sons
qui, si vous voulez, émettait des ondes, des Ah, vibrations, et qui servait également lors des rituels de désenvoûtement. Donc, le prêtre venait, le bonne-peu venait autour de la personne qui souhaitait libérer de cet esprit maléfique et lui soufflait ces sons particuliers tout autour de lui pour que ces vibrations-là puissent le libérer et qu'il se retrouve donc libéré de cet esprit maléfique. Et voilà. Et les sons également se répartissaient dans ces montagnes, dans ces lieux particuliers où il y avait une résonance qui faisait que, bien entendu, ça apportait des vibrations particulières. Et le sifflet gangline, flûte rituelle bonne, en bois sacré d'ébène, très sombre, surmonté d'une couronne, pour la lignée divine, sacre du Bouddha Tompa Shenrab. Vous avez cette couronne qui est liée à cette lignée donc divine et sacrée du Bouddha et qui nous envoie également sur les 4 orientations, les 4 éléments avec le centre. Donc, c'est un symbole qui vous ramène vers ces 9 voies, ces 9 éléments compris à l'intérieur de cette couronne. Voilà, vous avez un personnage, alors ça c'est très intéressant. Oui. Voilà, le voici là, vous l'avez à droite et à gauche. Ce personnage est gravé 3 fois sur cette flûte, ce sifflet. Et oui. Et en fait, vous avez devant vous quelque chose qui m'a stupéfaite parce que nous sommes face à un trifon. Il faut savoir que le trifon, c'est un symbole qu'on devrait normalement retrouver uniquement au Moyen Âge, où ce symbole-là va commencer à être gravé, sculpté sur les cathédrales, les églises ou des endroits religieux. Mais en fait, là, on le retrouve, il y a 3 visages sculptés sur ce sceptre ou sur certaines flûtes qui montrent que le trifon existait déjà depuis des temps très anciens. Et j'en ai trouvé un également sur un autre objet rituel du néolithique en France aussi, qui nous prouve que ce symbole remonte à la nuit des temps. C'est extrêmement intéressant. Donc ensuite, ah non, on n'a pas là. Non, tu l'avais avant. Là, Là, voilà. En bas, vous avez également Sur la photo de gauche. ces sortes d'oiseaux, animaux, on Il ne y a sait deux pas autres. trop. En fait, j'ai creusé un bon moment pour trouver à quoi ça pouvait correspondre. Et en fait, cette représentation-là est liée à l'oiseau qui est d'importance pour eux, qui était sacré, qui est le vautour sacré du Tibet. Alors, donc, vous avez cet animal particulier qui est représenté là avec une tête qui est très fine, vous voyez, tête très fine et un bec en crochet, comme on le voit là. Et en fait, sur ce symbole, les 2 oiseaux se font dos à dos et on aperçoit sur le côté les ailes qui partent. Donc, et en même temps, ce symbole-là représente aussi le hibou. Le hibou, qui était un symbole chamanique aussi très important, un animal totem très important pour eux, et que dont les 2 yeux des oiseaux vont représenter les yeux du hibou, qui lui est un animal chthonien qui aide à monter les âmes vers le divin, et qui est aussi le gardien des connaissances, des secrets, des trésors, des tombeaux. Donc vous avez ces 2 animaux sacrés, chamaniques et rituels qui sont représentés en un seul symbole. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est tout en bois d'ébène, sculpté. C'est un objet qui date des temps au moins du néolithique. Voilà, on ne sait pas trop en fait. C'est un objet qui a été mis à la vente dans une salle des ventes. Et même eux ne savaient pas pouvoir le dater réellement. C'est très compliqué. Le chamanisme, le Zogen Bön. Zogen, qui en autrichien veut dire tourne sur toi-même. Le Zogen, ou la grande complétude, est bien connu. Ah, c'est un peu caché là. Bon, c'est pas grave. Si vous, comme le système de pensée de la pratique le plus révéré parmi les anciennes traditions bouddhistes Bön du Tibet. Dans ces traditions, la nature de l'esprit est à la fois le but de la pratique et son point de départ. Étant entièrement sans artifice, elle ne s'améliore pas du tout dans l'éveil, ni ne déficiente dans le samsara, toujours présente en tous les êtres. Elle est la condition naturelle de chaque esprit. Le point de vue de Zogen sur l'opposition fondamentale dans le bouddhisme entre le nirvana et le samsara
et que cette opposition est, comme toute dualité, relative et susceptible d'être transcendée. Il serait donc inutile de vouloir quitter le samsara et de rechercher le nirvana. Il s'intéresse plutôt au point clé de la coméergence, le sahara ou le samsara ou du nirvana, et de celui qu'il expérimente, le sujet, l'ego, en entraînant son esprit à la présence vigilante qui en permet la prise de conscience à l'instant même où elle se produit. Un esprit ainsi orienté est dit reposer dans la base. Celui qui ne quitte jamais la base est un Bouddha. Il n'offre pas de prise au samsara, lui permettant de se solidifier. Toute autre façon de dire qu'il est libre de karma et toutes ses formes d'illusion et d'attachement et de libérement spontanément, manifestant la vitalité de la bouddhéité intrinsèque innée. Au point de vue Ben, le Dzogchen signifie également la grande plénitude, la grande perfection et la grande complétude. Maintenant, je laisse la parole à Evelyne, car nous allons attaquer un sujet assez lourd par rapport au peuple tibétain. Eh bien, maintenant, nous allons partir sur une interrogation. Pourquoi les nazis ont envoyé une équipe scientifique sur le toit du monde pour étudier certaines origines de leur population germanique, alors que ça n'a absolument aucun rapport. L'Allemagne est extrêmement éloignée du toit du monde, et pourtant, comme vous l'avez vu avec Christian, eh bien, ce peuple Ben a une linguistique, a une consonance dans sa langue très, très approchée du peuple germanique et de l'allemand, ce qui est extrêmement curieux. Tout de suite, ça nous a éveillés quand on a commencé à traiter ce sujet-là. On s'est aperçu que de nombreux mots avaient une relation avec l'allemand et le germanique. D'ailleurs, Christian me les traduisait. On s'est dit, mais comment se fait-il? On est au Tibet et ils parlent allemand là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que... Donc voilà, ce peuple Ben fut à l'origine de l'intérêt des nazis qui eurent vent de leur linguistique très proche de la langue germanique sur le toit du monde. Les nazis, Himmler et Hitler envoyèrent donc une délégation de scientifiques au Tibet en 1942, financée par l'organisation scientifique l'Ahnenerbe, héritage, qui signifie héritage ancestral. Ils partirent à la recherche des origines de ce peuple germanique et plus précisément du peuple arien dont ils pensaient être les descendants. Le peuple arien, connu grâce à des textes anciens, ayant migré vers l'Iran, l'Anatolie, l'antique Perse, bien avant la Babylone. On les connaît, justement, ce peuple arien est connu à travers les textes anciens par rapport à ce qu'on nous a laissé de ce peuple qui aurait migré à un moment donné dans tout ce qui est Iran, l'Iran actuel, donc, et bien avant la Babylone. Ils seraient venus du nord, donc du Caucase. D'ailleurs, retenez bien ce détail, ils seraient venus du Caucase. Ce sera l'objet de la future conférence de mardi prochain avec M. Hermans, qui lui a recherché à travers la linguistique justement des populations, des peuples, pour essayer de comprendre comment ils auraient migré et de quelles origines réellement ils seraient venus. Donc, vous en apprendrez davantage, il approfondira ce sujet plus que moi, mais voyez qu'il y a quelque chose qui est vraiment très, très intéressant à travers tout ça. Donc, ces peuples des mégalithes seraient partis donc, du Caucase. Et donc, ils furent mentionnés comme un peuple plutôt grand, aux yeux bleus, très avancé, pacifique, et qui arrivait du nord. Donc, un peuple arien qui aurait franchi des kilomètres et des kilomètres, on y reviendra tout à l'heure, et qui, si vous voulez, on nous parle également d'un peuple blond aux yeux bleus qui va migrer et venir
apporter cette caractéristique génétique qui, a priori, certains chercheurs se sont demandé pourquoi, vers l'an 10 000, 12 000 maximum, des populations, enfin des personnes sont nées avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Ça a été un grand mystère. En fait, je pense qu'on résout un petit peu ce mystère par ce peuple donc, qui est descendu du Caucase et qui va migrer vers d'autres lieux et qui, petit à petit, va se métisser avec les populations présentes et donc ils vont leur donner ce caractère génétique particulier. Ce qui fait que brutalement, on va voir apparaître dans des lieux, par exemple en Turquie, à Sumer, dans des lieux d'Anatolie, dans d'autres endroits également, vers l'Iran, des personnes qui vont naître avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Ça peut s'expliquer de cette manière-là. Ils seront vénérés quelque part parce que ce sont des personnes qui arrivent avec des caractères génétiques différents et donc leurs crânes seront conservés. On va leur vouer un culte après parce que forcément c'est quelque chose qui pour eux est extraordinaire puisqu'ils étaient plutôt bruns, la peau épaisse, bâtis pour faire face au froid de ces lieux-là ou à la chaleur de ces lieux-là, comme en Turquie. Ils n'étaient pas du tout préparés à avoir de telles caractéristiques-là. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est aussi le fait que le terme arien nous permet de voyager à travers le monde. C'est-à-dire que on nous parle de ce peuple arien qui serait arrivé donc au Tibet, qui a été d'importance pour les nazis, puisqu'ils ont essayé de comprendre qui était ce peuple arien pour eux, Atlante, et qui serait, selon eux, leurs descendants. En fait, on retrouve le mot arien, aria, en indo-iranien. Sachez que, forcément, comme je vous l'ai dit, on retrouve cette population aryenne sur les terres donc d'Anatolie et de l'Iran. Et là-bas, effectivement, le terme arien désignait quelqu'un qui est iranien ou un héros. Un héros se disait arien en araméen également. On retrouve Eria, qui voulait dire iranien, et Aneria, non iranien. Donc, vous voyez, c'est curieux qu'on retrouve ce terme-là. On retrouve des mentions dans le fameux site de Naksh et Rostam, qui est un site fabuleux. Si vous ne le connaissez pas, notez-le et allez le voir sur Internet. C'est quelque chose, c'est une merveille. À flanc de falaise, ce site a été creusé à 5 km de Persépolis. C'est quelque chose d'exceptionnel où on retrouve des tombeaux avec de nombreux rois qui ont des sépultures là-bas et surtout des sculptures magistrales qui nous content la splendeur de cette époque. Des sculptures où on y voit des chevaliers, on dirait des chevaliers, alors que ce sont des cavaliers donc iraniens. C'est fabuleux à voir. Et Donc, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous allez voir sur l'image de droite, qui est bien écrit Ahnenerbe. C'est autre chose, mais je fais une parenthèse. C'est le nom que Himmler a envoyé aux soldats nazis, SS surtout, pour aller à la recherche des Ariens. C'est bien écrit avec leur sceau. Ça, on le verra après. D'ailleurs, je ne sais pas, il fallait pas sortir encore. Voilà, donc à 5 km de Persépolis, un lieu sanctuaire où de nombreux rois y furent donc enterrés. Et donc, en vieux perse, arien signifiait noble. Retenez bien ceci, parce qu'on le retrouve également de l'autre côté, en sanskrit, en langue indo-arienne. Donc, du côté du Tibet, de l'Inde, ce mot-là, arien, également se retrouve avoir la même signification et se retrouve en préfixe devant un nom propre de personne noble. Ainsi, aria signifiait celui qui accomplit des actes nobles, et c'est également donc précédant un nom propre tel que la particule signifiant noble, issue d'une lignée élevée descendant des dieux. Aryavarta, c'était la demeure des Aryas, nom commun sur le continent indien du Nord, mentionné dans la littérature sanskrite. Décrit la zone d'Himalaya et des chaînes Vindhya. On retrouve ce suffixe ou nom commun Arya précédant le nom d'un empereur dans la zone de Caravela. Il s'agissait de l'empereur de Kalinga.
au second siècle avant Jésus-Christ dans la région de l'Orissa. 17 lignes composent gravées en brahmi en surplomb d'une carrière naturelle sacrée nommée Atigumfa. Sur le flanc sud d'une colline, on retrouve donc ces lettres gravées. Donc cette grotte Udayagiri, qui pour moi m'a choquée parce qu'en fait on a des consonances phonétiques et linguistiques approchantes du Pays basque, Ugaragiri. Comment ne pas imaginer qu'il y ait une consonance? Pour moi, ça a sonné tout de suite, puisque nous, on connaît très bien le Pays basque. Et ces mots-là, on les retrouve donc dans une phonétique approchante et qui n'est pas, et qui m'a posé justement une réflexion. Donc, surtout que la langue basque, on le sait tous, hein, c'est une langue particulière qui descend de la nuit des temps et qu'on ne sait même pas quelle est sa vraie origine. Non, on ne sait pas. Donc, voilà, Udayagiri. Donc, c'est intéressant de le souligner. Et donc, cette région se trouve à l'est de l'Inde. Elle s'appelle Orissa ou Odisha. Odisha, ça ne vous dit rien? L'Odessa. C'est ce qui pourrait avoir donné lieu à la fameuse Odessa. C'est peut-être ce qui a donné l'inspiration aux Allemands d'appeler cela Odessa. Donc, Argi et Argia en basque signifie la lumière. Et c'est assez approchant également. Ce terme Arya est aussi utilisé dans diverses religions indiennes, au Tibet, au Népal, comme particule honorifique précédant le nom de noble. Vous voyez, comme en Perse également, et comme on le retrouve donc en Perse ancienne. Alors, maintenant, nous allons partir découvrir ce que cette délégation scientifique est allée faire au Tibet. En 1938, une délégation scientifique du nom de code Shambhala et une division alpine de la Wehrmacht répondant au nom de code Edelweiss furent envoyés au Tibet, soutenus par l'Ahnenerbe après donc en Russie. Cette division alpine grimpa, explora le sommet du mont Elbrus dans le Caucase. Ils y plantèrent le drapeau nazi qui flotta au vent et tout en fouillant les environs, bien sûr. Les Allemands pensaient que leur peuple aurait eu des origines dans le Caucase. Ils découvrirent des tumulus particuliers similaires à ceux d'Europe, d'Asie, conçus par une population nomade très ancienne du Paléolithique néolithique supérieur, du Sud-Caucase. Ils ont laissé des traces dans le Kourgan en Géorgie également, donc à l'âge de bronze ancien. En Russie, des dolmens tels que celui que vous voyez au milieu, là. Voyez ? Sur l'image de gauche. Voilà, ces dolmens particuliers que l'on retrouve, je ne sais pas si vous le voyez voilà, là. Oui, là. Voilà, celui-ci et celui-ci, que l'on retrouve également dans notre région. J'y reviendrai tout à l'heure. Ont été datés à peu près de 10 000 ans à 25 000 ans. Ces monolithes sont construits avec des pierres cyclopéennes pour certains, comme celui que vous voyez ici. Ce sont des grosses pierres taillées, sculptées, qui pèsent des tonnes et dont on trouve également un trou à offrande pour pouvoir venir honorer les défunts au milieu et également pour aider les personnes endeuillées ou en tristesse à faire leur deuil. Donc ici, vous avez ces pierres cyclopéennes à une époque extrêmement reculée. Les mêmes que nous avons trouvés en Dordogne, dans le Périgord vert, exactement sur les lieux que nous irons explorer lors de notre week-end de l'Ascension, et similaires à des tombes nommées dans le lieu de la Maison des Fées que vous voyez sur l'écran, qui se trouve dans le Caucase en Russie. De nombreux ossements de plusieurs individus furent mis à jour dans ces tombeaux, où un crâne aux caractéristiques anatomiques et génétiques étranges fut découvert. Un de ces deux que vous voyez sur l'écran, celui de gauche. Celui du bas, voilà, celui du bas qui présente des caractéristiques étranges et surtout des sortes de cornes un peu bizarres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a posé vraiment
un souci aux scientifiques quand ils l'ont découvert. Donc, ils l'ont rapporté en Allemagne, où Herbert Janken, archéologue, ethnologue émérite de l'époque, les étudia. Il était spécialisé dans l'étude des origines des peuples germaniques. Il était ami, bien sûr, d'Himmler et d'Hitler, et il les avait impressionnés par ses recherches. Ce crâne, à l'anatomie étonnante, présentait des orbites assez importantes, des narines petites, des sortes de cornes à l'arrière du crâne et aucun trou à l'emplacement de la bouche. Là, on en voit un parce qu'il est apparemment dégradé, mais logiquement, il n'avait pas de trou à l'emplacement de la bouche et pas de dents et pas de mâchoire non plus. Voilà. Un second sera découvert en 1942 au Tibet, c'est celui que vous voyez ci-dessus, qui lui, par exemple, c'est de manière identique, présente des grosses orbites, bon, des narines, mais surtout a un prolongement donc, du visage qui n'a pas de bouche apparente. Et ce qui est étrange, parce que sans bouche, comment se nourrir, comment vivre? Et pourtant, ils sont arrivés à l'âge adulte, puisqu'on voit des crânes développés, ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Des chercheurs prétendent dire que ce crâne aurait séjourné dans un cours d'eau, l'ayant incrusté de concrétions calcaires, ayant comblé le trou de la bouche, modifié son apparence. Pour moi, c'est peu probable, parce que, en analysant cette photo, les petits trous que l'on observera de plus près, peut-être sur la prochaine photo. C'est le scanner. Là, voilà, ici, vous le voyez mieux. Ces petits trous, certains sont vraiment, on pourrait penser qu'ils ont été forés. Vous voyez, c'est vraiment très, très rond, très parfait. Donc, est-ce qu'ils les ont forés pour faire des analyses? Et alors, ceux du haut, par contre, sont vraiment d'origine, et ceux du bas, on voit bien qu'ils ont été forés. Par contre, ceux du haut, effectivement, posent souci et on ne voit absolument pas de trou pour la bouche. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'analyser l'anatomie de ce crâne. Alors, donc j'en reviens aux concrétions. En fait, nous avons été dans des lieux où nous avons visité donc, des fontaines, des sources à eau incrustante, ça s'appelle. Ce sont des eaux particulières qui sont extrêmement calcaires ou alors en albâtre. Elles font des incrustations en calcaire ou en albâtre. Mais par contre, l'incrustation de ces eaux ne se fait pas de manière extrêmement nette. En général, ces incrustations-là sont poreuses, sont irrégulières, absolument pas poncées ni lisses. On voit bien que ben, c'est la nature qui a fait ces concrétions-là. Quelquefois, on peut même se piquer, se blesser, se couper avec ces concrétions. Là, on observe quoi? Le crâne a l'air parfait, il a l'air poli, il a l'air lisse. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'incrustation, pour ma part, c'est ce que je pense. Hein. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'incrustation donc d'eau incrustante dessus. Les concrétions donc, de ces sources particulières sont, à l'instar des stalactites et stalagmites, plutôt granuleuses. Là, ce n'est pas du tout ce que l'on observe sur ces images-là. Il se pourrait qu'il soit né, on pourrait penser qu'il serait né avec des déformations importantes, une infirmité, pourquoi pas, puisque bon, on observe qu'ils n'ont pas de bouche. Mais dans ce cas-là, comment ont-ils survécu jusqu'à l'âge adulte? Il y a quand même des questions à se poser sur ce spécimen qui est inconnu et qui présente des particularités génétiques, anatomiques, vraiment qui posent questionnement. Voilà, donc cet archéologue Herbert Jankuhn aurait laissé une étude documentaire très détaillée de ses analyses. Plus tard, en 2015, une expédition découvrit des soldats de la compagnie Edelweiss qui sont partis en 1942, ensevelis dans une avalanche non loin de leur base, dans la région du mont Elbrus, donc qui est une région du Caucase en Russie, et donc qui est un volcan éteint. Et donc cette découverte a prouvé qu'effectivement cette division-là, alpine, est bien allée sur ce mont particulier de Russie.
Donc, ils ont découvert ces traces-là qui authentifiaient effectivement leur présence. C'est ce que vous voyez sur l'image de droite. Plus tard, au Tibet, sur le sommet du col Karakoram, qui est en fait est le K2, entre la Chine et l'Inde et de l'Himalaya, dans l'Himalaya, furent découverts dans une grotte de 78 mètres une valise datant de la Seconde Guerre mondiale avec les fameux symboles de l'âne nerve gravés dessus, comme vous pouvez l'observer. Il n'y en a pas d'autre? Non, c'est celle d'avant. Voilà, ici vous l'avez plus à même pour le voir. Donc dans cette grotte, il découvre une valise contenant eh bien, des restes d'un crâne, celui que vous avez donc sur cette image-là. Ce crâne qui pose des caractéristiques anatomiques étranges aussi, et quelques ossements à l'intérieur. Donc, il rapporte bien sûr en Allemagne pour étude ces crânes et ces ossements et cette analyse, mais cette délégation partie au Tibet, finalement, grâce à cette découverte, cela a pu identifier et permettre d'être sûr qu'effectivement, ils y sont bien allés. On a des preuves tangibles de leur présence là-bas. Donc, en 1940, les Allemands, les nazis, envoyèrent donc cette équipe scientifique au Tibet, dans l'Himalaya, dont le zoologiste Ernst Schaffer, que vous avez pu découvrir dans le film 7 ans au Tibet. Cet ami proche d'Hitler, Himmler, monta une expédition dans les montagnes mystérieuses du Tibet à la recherche des traces d'une possible race aryenne atlante, issue des migrations et métissages entre populations, dont les Dénisoviens, qui était une population extrêmement ancienne, de plus de 41 000 ans. Ils auraient été datés puisqu'on a découvert dans une grotte sibérienne, dans les montagnes de l'Altaï, des ossements, donc des Dénisoviens, qui auraient été datés de 41 000 ans. Donc, ces Dénisoviens-là ont également été mis à jour dans des grottes du Tibet. Donc, cette espèce était une espèce du genre Homo également, extrêmement ancienne. Donc, cela nous permet de constater que cette espèce du genre Homo a traversé des kilomètres et des kilomètres pour partir de Sibérie, pour venir se retrouver dans des grottes du Tibet, et forcément, ils se sont rencontrés avec les peuples tibétains. Il y a eu bien sûr des métissages qui leur ont conféré des particularités génétiques, dont par exemple le fait qu'ils puissent supporter l'altitude, et puis également ils leur ont apporté de l'immunité, une grosse partie d'immunité de pathologies dont eux ont été confrontés, et qui ont fait que les Tibétains ont été extrêmement renforcés dans leur immunité par ce métissage. Alors, les nazis pensaient que vivaient encore cachées dans ces grottes des populations très reculées, ayant conservé des caractéristiques anatomiques ancestrales apparentées aux Aryens et aux Atlantes. Ils explorèrent sans relâche les montagnes du Tibet à la recherche de ces grottes et des preuves. Questionnèrent les moines tibétains, les locaux, en vain, cherchant une porte secrète dérobée reliant le Caucase aux grottes tibétaines. Ils prirent des mesures anthropométriques des populations pour comprendre leurs origines par ces particularités anatomiques et surtout les mensurations des crânes tibétains. Ils prirent des moulages de leurs visages, de leurs mains, de leurs oreilles, afin de chercher à prouver l'appartenance de ces peuples aryens. En fait, le peuple Bön a été extrêmement important pour eux, parce que déjà, ils découvrent en allant sur ce toit du monde qu'un peuple parle avec une linguistique apparente et apparentée au germain, à la langue germanique. De plus, quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont extrêmement intéressés à leur culte
à tout ce qui était de leur religion particulière, très ancestrale, et qui se rapprochait énormément de la religion que nous avions sur nos terres d'Europe lors du néolithique, et donc les Celtes, etc. Tout ce qui avait attrait à cette religion chamanique. Donc là, forcément que pour eux, ce peuple-là était peut-être la preuve qu'ils cherchaient depuis sans relâche d'une origine possible avec le peuple germanique et donc de cette population aryenne atlante. Donc, bien sûr qu'ils ont pris les mesures anthropométriques, etc., pour essayer de voir quelle concordance ils pourraient avoir avec leur peuple à eux. Parce que, effectivement, en Allemagne, nous, quand on parle d'un Allemand, on le voit blond, grand, style viking, un petit peu, les yeux clairs, etc. Mais il faut savoir que là-bas, il y a également d'autres individus qui présentent des faciès plus particuliers, des particularités brunes prononcées et peau mature, comme mon mari, bien sûr, qui lui n'a pas du tout le style allemand et pourtant sa famille est originaire d'Allemagne. Donc, quelque part, ils ont voulu essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y avait de la diversité dans leur peuple germanique et d'où venaient leurs origines réellement. Donc, voilà pourquoi, en fait, ils sont partis dans le monde entier pour essayer de comprendre comment les peuples auraient migré, mais surtout au Tibet, où ils ont eu vent de ce peuple qui était particulier. Donc, on retrouve Bruno Berger, qui était un anthropologue et qui, lui, a étayé cette thèse, pensant que justement leur population, le germanique, pourrait avoir une origine avec ce peuple tibétain. Donc, il rentra en Allemagne et présenta sa thèse pour pouvoir expliquer toutes leurs découvertes et tout ce qu'ils avaient pu mettre en place et découvrir sur toutes ces analyses et études. Ils prirent les mesures géomagnétiques également terrestres afin de comprendre comment ce toit du monde était, qu'est-ce qu'il avait comme particularité par rapport à ces mesures géomagnétiques. Ils étudièrent bien sûr les rites chamaniques des Bön et notamment ces funérailles célestes qui étaient la décarnisation dont Christian vous a parlé tout à l'heure, qui était extrêmement courante en Anatolie et qu'on retrouve également en Europe, comme je vous l'ai dit, en Dordogne, et bien sûr dans tous les peuples du fin paléolithique, néolithique, et jusqu'aux Celtes quelquefois, selon les régions et les civilisations. Donc, il est récupéré les crânes pour les cultes des anciens, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure. Plus tard, Bruno Berger poursuivit ses recherches anatomiques sur les détenus, malheureusement sur les détenus juifs d'Auschwitz, cherchant des similitudes avec ce peuple arien d'Anatolie, dont il n'était pas forcément loin, puisque bon, il pouvait, pour eux, si vous voulez, ils cherchaient à découvrir s'il pourrait rester des traces de ces caractéristiques anatomiques particulières. En conclusion, ce fameux peuple aurait migré au cours du temps, poussé par des changements climatiques. Ce peuple arien, Atlante, a migré par ces changements climatiques qui ont été extrêmement importants au moment du néolithique, voire paléolithique supérieur et néolithique. À ce moment-là, ils entrent dans une période particulière où il va y avoir des variations. C'est-à-dire, un coup, il va y avoir des périodes extrêmement froides, voire des petites glaciations, voire des glaciations. Et nos ancêtres ont dû faire face à ces changements climatiques extrêmement rudes. Et puis ensuite, on retrouve une période tempérée où là, la vie reprend, où c'est beaucoup plus évident pour eux de s'installer, de moins migrer, de pouvoir commencer à créer leur petit village et à se retrouver dans une harmonie. Quand on repart à nouveau un changement climatique vers le froid, la glaciation, etc. Donc, ils sont bien sûr contraints de migrer et de partir parce que soit ils n'avaient plus d'eau, soit ils avaient de la glace partout et que ce n'était plus possible de vivre dans ces conditions. Donc, ils partent migrer à ce moment-là et ils seraient venus du Caucase, de la Sibérie, vers le Tibet. Ce serait bien sûr métissé avec les espèces présentes et ils ont légué bien sûr ces caractères génétiques comme je vous l'ai dit.
Et ils sont partis dans l'Himalaya, où ils se sont installés dans les grottes. Plus tard, d'autres seraient partis du Caucase vers l'Anatolie pour essayer de trouver des terres plus propices à s'installer et aux cultures, à une vie plus agréable. Ils sont partis vers l'Anatolie, la Perse, et puis ils ont continué pour certains leur chemin en allant donc vers l'Europe de l'Est, vers l'Allemagne, puisque nous parlons de l'Allemagne. Donc de l'Europe de l'Est, ils passent jusqu'à l'Allemagne, et puis vers l'Ouest. Parce que, M. Hermans vous l'expliquera la semaine prochaine, ils n'ont eu de cesse que de partir vers l'Ouest pour se retrouver aux abords de l'Atlantique, pardon. D'où le nom Atlante, puisque Atlantique, Atlante. Pour moi, c'est une évidence. Après, chacun ses opinions, mais je pense que si on doit chercher l'Atlantique, il faut la chercher au large de l'Atlantique. Cette population atlante, donc, a migré petit à petit vers l'ouest jusqu'à arriver sur nos côtes. Et d'ailleurs, on le voit dans les monuments que nous trouvons aujourd'hui, qui sont extrêmement similaires à ceux que nous trouvons dans le Caucase ou nous trouvons un petit peu partout sur la Terre à la même époque. Ça pourrait être expliqué justement le pourquoi du comment. Donc, ils se métissent petit à petit avec des ethnies différentes sur ces terres, sur ces populations déjà établies, comme on le retrouve également sur le site de Curton à Jugazan que nous devions aller visiter dimanche dernier et que nous devrons reprogrammer. Ce site-là est extrêmement important en Gironde parce que nous nous retrouvons sur un site où des Néandertaliens se sont métissés avec des femmes modernes. Je m'explique. Les Néandertaliens présentaient des malformations du tibia particulières, c'est un petit peu, si vous voulez, la marque qui nous permet de savoir que nous sommes face à une population de Néandertaliens. Ils présentaient un écrasement de la tête du tibia qui est nommé par les scientifiques la platycnémie ou en lame de sabre. Cette particularité a fait que cette population présentait ses tibias de cette manière-là. Et on les retrouve donc enterrés dans ce tumulus, dans cette sépulture, de manière très rituelle. Ça devait être très touchant pour les scientifiques qui ont ouvert ce lieu, parce que on y trouve 3 couples, 6 personnes qui ont été enterrées l'un à côté de l'autre. On y trouve un homme néandertalien qui tenait la main de son épouse à côté, donc femme moderne, homme moderne. Donc, on voit bien qu'il y a eu métissage et que tous les deux ont été, peut-être pas forcément le même jour, hein, mais en tout cas, ils ont été enterrés de manière à ce qu'on voit un rituel d'amour et de grand respect envers ces défunts et que eux aussi tenaient l'un à l'autre au point de partir dans la mort en se tenant par la main. C'est très, très émouvant. Quand j'ai lu ça, j'en avais les larmes aux yeux. Et voilà, donc du coup, c'est ainsi qu'on a pu se rendre compte que nous avions des lieux où il y a bien eu des rencontres entre ethnies et donc des métissages. Donc, bien sûr, au cours des siècles et au cours des changements climatiques qui ont forgé notre histoire et dont les conséquences ont laissé bien des énigmes encore à mettre à jour. Ces métissages ont conféré bien sûr une résistance accrue à l'homme moderne qui lui a permis de survivre. Nous portons tous en nous ces legs de nos ancêtres puisque quelque part ils ont migré et ils se sont tous rencontrés à un moment donné quelque part sur des terres. Nous avons ces gènes en nous, nous portons tout cela en nous. Et c'est quelque chose de merveilleux. Nous leur devons notre existence aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui, et sans leur courage, leur témérité et tout ce qu'ils ont pu affronter, nous sommes là aujourd'hui et nous leur devons tout. Les buns sur le toit du monde vibrent aussi en nos cellules. C'est extrêmement merveilleux parce que finalement, ces peuples-là ont tous migré et se sont tous mêlés quelque part sur d'autres terres et nous avons en nous ces germes-là, ces cellules dans nos gènes.
Malgré les kilomètres qui nous séparent, nous sommes le fruit de ces métissages multiples. Et je voulais revenir là-dessus parce que finalement, nous sommes tous frères. Voilà. Et je voulais finir par quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que je voudrais chercher preuve à l'appui, comme vient de dire Evelyne. Les Bön, bon, il n'y a pas que, je vais citer un autre peuple dont je fais référence à une amie qui va se reconnaître si elle est là. Ce sont le peuple des Touva. Et justement, je voudrais faire une recherche, s'il n'y a pas une coïncidence, parce que cela me travaille depuis un moment. Evelyne vient de dire que de par la glaciation, le froid, ils se sont tous éparpillés de par le monde. Eh bien, je suis sûr et certain qu'il y a un rapprochement entre le peuple Bön, les chamans germaniques, les chamans du Nord et les Amérindiens. Et je suis sûr qu'il y a un rapprochement. Ah, mais c'est certainement. J'en suis sûr. C'est possible. Merci à vous tous. Voilà. Merci à vous tous.